France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Hicham Terrak. Comment ça va, monsieur Hicham? Bonjour monsieur Christophe, comment tu vas? Bien, impeccable mon ami. Nous attendons aussi, il est en retard, c'est une habitude, mais il est dans le quartier. Il est dans le quartier Hakim Rahal qui arrive dans quelques instants. Bien sûr, donc ça va être très animé. Alors messieurs, un programme assez sympathique aujourd'hui. Entre 18h et 18h30 évidemment, nous parlons de sport avec cette soirée de Ligue des Champions et Monaco ce soir. Tout repose sur cette équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 buts de retard face à Manchester City. Possible ça? Possible, mais difficile. Ce soir en tout cas, après la démonstration catastrophique du PSG, espérons que Monaco soit à la hauteur. Nous parlons aussi de la télé, des programmes télé et de l'ami Amar que nous retrouverons. Que tu as rencontré, Amar, vendredi dernier. Génial. Bon gars, hein. Vraiment génial. Il m'a repris sur un petit mot. J'ai dit, ouh, la mémoire. Ah oui, incroyable. non, faire très attention avec Amar. Du coup, je fais attention à mes chroniques, hein. En tout cas, il sera là tout à l'heure pour l'éphéméride après 18h. Les 10 minutes Libertad sur France Maghreb 2 entre 17h50 et 18h. Le coup de cœur de monsieur Terrak, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule aujourd'hui. Un petit coup de gueule. À la base, je partais sur un coup de cœur. C'était au niveau d'une pétition que j'ai signée sur la protection des abeilles. Ouais. Tu le sais, c'est très important. Et finalement, tout à l'heure, en surfant un peu sur le net, j'ai été un petit peu, beaucoup même surpris et très mauvaise surprise sur tout ce qu'on peut poster, tu sais, sur l'entraide, en fait, compte, tu sais, pour les gens qui ont des maladies, qui ont besoin d'argent pour qu'on les aide, pour des opérations. Et je trouve que ça devient du voyeurisme, en fait. Coup de gueule donc de Hicham Terrak tout à l'heure, le j'aime ou j'aime pas. Et puis nous aurons aussi au téléphone monsieur Abdelaziz Rigui qui est le président, le responsable du CRI du côté de Perpignan pour vous relayer une affaire assez hallucinante. Une affaire de berger du côté de Perpignan. Et cette bergère s'est vue d'avoir été victime d'actes islamophobes. Ça remonte tout cela en mai 2016. Une affaire qui a pris beaucoup de tournures et une interdiction pour ces bergers d'aller dans leur propriété qu'ils ont pourtant acheté, donc des moutons qui meurent les uns après les autres. Et elle a donc violé cette interdiction pour ne serait-ce que nourrir ces moutons et elle se retrouve aujourd'hui en prison. Assez hallucinant. On vous expliquera donc toute cette affaire autour de ces bergers du côté de Perpignan. Absolument à ne pas louper tout à l'heure. Nous parlerons aussi de ce salon Hajj Expo qui va avoir lieu en partenariat avec France Maghreb 2 les 18 et 19 mars ce week-end, donc à l'espace Champéret à 17h. Nous aurons ton avis tranché, Hicham. Mon avis tranché aujourd'hui, ça va être plus de l'actualité, puisque j'ai manqué une journée. Enfin, comme j'aime bien venir le mercredi, j'ai pas pu, donc je vais faire un petit medley en fait. Très bien. Donc on verra ça tout à l'heure. Le zapping bien sûr et notre ami Hakim Rahal qui arrive et notre coup de cœur musical, messieurs dames. Je vous avais fait découvrir l'un de ses premiers extraits du futur album de la ravissante Samira Brahmiya. Eh bien, en voici un autre. Samira Brahmiya, notre coup de cœur musical. Belle rencontre, belle voix, magnifique. Superbe musique. En tout cas, Samira Brahmiya. L'album sort normalement au mois de mai. À découvrir absolument, et elle viendra d'ailleurs nous en parler, ça c'est promis, juré. Samira Brahmiya qui est d'ailleurs aussi fait partie d'un collectif de femmes et pas des moindres, Julie Zenati, Chimène Badi, qui va sortir dans 3 jours maintenant, Méditerranéenne, un concept de femmes donc qui reprennent pas mal de grandes chansons de Babylone là, par exemple. Ouais, exactement. Zina. Je préfère quand même l'original. Ah bah évidemment, il y a toujours mieux, il y a jamais mieux que l'original. C'est vrai. Et puis elle est, et je rappelle aussi, actrice Samira Brahmiya dans le film de Sass en Sass, le film de Rachida Brakni. Donc voilà, qui d'ailleurs sera d'ailleurs du côté de Orly, je crois, le 31 mars prochain. Amine Karmani nous en parlera puisqu'ils vont projeter le film. Hakim Rahal, bonjour, salam alaikum. Bonjour Christophe, salam alaikum, bonjour Hicham, bienvenue, bienvenue, plutôt c'est moi qui vient d'arriver. Bienvenue. Il est bon, hein. Un grand bonjour, c'est l'habitude commerciale en fait, c'est un réflexe. T'as vu Hicham? Bonjour à tous les auditeurs. Non mais par contre voilà, il sait se faire pardonner, il vient avec des super bonnes vides. Bon, je cherche pas à me faire pardonner, à partager avec vous un plaisir gustatif. Aujourd'hui c'était une petite nouveauté, vous avez aimé? Je pense pas mal, hein. Pas mal. À base de noix là, c'est pas mal. Ouais, c'est noix de pécan. C'est noix de pécan, c'est avec de la cannelle et il y a de la cannelle. C'est la cannelle en fait ce goût. C'est la cannelle et. Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. Voilà, la cannelle. T'arrives pas mis, il manque le café par contre. Ah ouais, la cafetière. Hein? Il nous faut la cafetière. Hakim. Oui. Je compte sur toi pour aller faire de la rébellion. On va pas de la rébellion, mais on va lui faire découvrir le savoir-vivre un petit peu à l'ami. C'est pas de la rébellion, au contraire. C'est lui qui se rebelle. C'est l'inverse justement, Christophe. Alors rappelle, la brioche de Barbès, 29 rue Stéphaneson, métro Max Dormois. Merci à toi Christophe pour
code promo 50% pour tous les auditeurs qui viennent de la part de Christophe. Voilà, Le Grand je fais Forum. avec amour. Hein. Voilà. Bon, dans un instant, le zapping, juste après. Alors, ton programme, mon ami Hakim. Alors, mon avis tranché se portera sur un avis, donc une réflexion que je vais partager avec vous encore une fois, c'est l'abstention ou le vote blanc est un suicide citoyen. Arrêtez de vous ouvrir les veines. Oh, vous qui ne votez pas, qui vous abstenez ou qui votez blanc. Voilà. Il y en a quand même pas mal, hein. Ouais, qui s'apprêtent à ne pas voter. Je suis venu ou en sauveur là pour éviter que les gens se jettent d'un pont là. Il paraît que ça va battre des records. On a l'occasion, enfin on en parlera tout à l'heure. On a l'occasion, on a un rendez-vous électoral. Il faut pas s'en priver. Hakim. Mon coup de cœur, ça sera sur la finance islamique avec Anas Patel, le fondateur de Easy 570. Donc c'est de la sensibilisation, même encore un peu plus. C'est proposer des produits qui sont Sharia compliant, donc qui répondent à l'éthique musulmane dans les affaires. Donc que ce soit en assurance ou en banque, en épargne, en investissement, l'achat d'une maison, etc. Donc on l'écoutera. Je sais que ça va intéresser plein de gens, ça. Restez avec nous et n'oubliez pas 2 invités aujourd'hui 17h pour parler de l'espace Champéret avec ce salon Hajj Expo qui aura lieu ce week-end. Ah oui, très bon salon d'ailleurs. J'avais visité. Qui avait peut-être l'envie d'aller faire une Umrah ou un Hajj, ce que l'on souhaite à tous ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Eh bien, on en parlera tout à l'heure à 17h et puis on vous relaiera cette affaire absolument incroyable qui se passe du côté de Perpignan, où une bergère se retrouve en prison pour avoir bravé l'interdiction faite. Concernant l'interdiction qui lui était faite d'aller dans sa bergerie. Alors on vous expliquera toute cette affaire qui remonte finalement à mai dernier, et donc cette femme se retrouve donc aujourd'hui en prison alors qu'elle est victime, puisqu'elle a été victime d'actes islamophobes de la part d'un village en fait qui a protesté contre leur venue parce que cette femme est voilée, s'appelle Louisa, et elle a pour objectif en fait de nourrir d'avoir une bergerie, donc des moutons, etc., avec tout ce que ça coûte, et ça coûte extrêmement cher. Sauf qu'il y a des moutons qui sont en train de mourir parce que madame n'a plus le droit d'aller chez elle, et elle se retrouve en prison pour avoir bravé l'interdiction, pour avoir nourri ces moutons. Incroyable, ça se passe donc interdit de travailler. Interdit de travailler. C'est du racisme quoi. Ah bah du racisme purement déguisé instrumentalisé islamophobie, politiquement aussi. Voilà. C'est ce que nous dira en tout cas Abdelaziz Rigui, qui est le responsable du CRI du côté de Perpignan et qui est aussi à la tête de ce collectif de soutien à la famille de ces bergers, donc du côté de Perpignan. À suivre donc tout à l'heure. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Hakim Ral et avec Hicham Tarak qui sont là aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum, mesdames, messieurs. 01 40 33 9000, bien entendu, pour bien nous appeler, pour converser avec nous, échanger, dialoguer, décortiquer cette actualité assez morose. Par mail aussi, par mail, vous pouvez le faire lgf@francemaghreb2.fr, et puis en nous laissant vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Messieurs, on va commencer par le zapping, on y va ? Let's go. Allez, on y va. Alors, on va commencer par cette belle image. Pour une fois, on commence avec quelque chose d'assez sympathique. Elle l'a fait. Elle a 21 ans, elle s'appelle Mélanie Ségard. Elle avait un rêve, présenter la météo. Ça a été rendu possible grâce à la mobilisation de beaucoup sur internet. 100 000 likes, c'est ce qu'il fallait lors de ce lancement de cette opération. Elle l'a obtenu et c'était hier soir en direct sur France 2. Grand moment d'émotion pour cette fille âgée de 21 ans atteinte de trisomie. Mélanie Ségard. Alors quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. Le Roscobé en 2, il y a des nuages au nord, de la pluie, des soleil en Bordeaux. Alors pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, il y a des nuages 3/4 du pays, de la pluie, le soleil à Marseille. Il y aura très frais. Et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 15 mars, on fait des sandwiches, comme tous les Louise, pour à tous sur France 2. Bravo, tu l'as fait, Mélanie. Allez, on écoute une de ses chansons préférées maintenant. Bonne soirée à tous. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça magnifique. C'est un moment d'émotion, oui, réaliser le rêve d'une petite fille qui plus est atteinte de trisomie. C'est toujours des moments d'émotion. C'est bien que les gens. Et pour le coup, c'est vraiment le rôle du service public là, pour le coup. Ouais. Là, voilà, ça c'est de la mission du service public. Mais t'as des gens qui, quand même, avec un sens critique assez développé, vont quand même aller justement te dire que il y a un petit coup de pub, un petit coup de com' de la part de France Télévisions. C'est ce que j'entendais un petit peu ce matin à la radio. Mais bon, t'as toujours des voix comme ça qui. Mais pourtant, moi, je trouve ça beau. Ceux qui dénoncent n'ont qu'à faire. Exactement.
donc à avoir des idées. En tout cas, voilà, Mélanie, 21 ans, elle avait un petit rêve, présenter la météo, se faire un petit kiff. Voilà. Ouais, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, quoi. Bien sûr. Donc vraiment bravo France 2 et bravo à toi Mélanie en tout cas. Autre chose dans le zapping, on change complètement de sujet. Interrogé ce matin sur CNews, Gilbert Collard a piqué une colère lorsqu'on lui a parlé de cet élu du FN de Nice qui aurait prononcé des propos négationnistes. Il en a profité aussi pour réagir sur Mehdi Mekla. Ça s'est passé ce matin sur CNews. Écoutez. Oui, ça tombe sous le coup de la loi, mais c'est surtout un con. C'est surtout un abruti, comme Mehdi Mekla a tenu des propos qui tombaient sous le coup de la loi et lequel vous avez fréquenté abondamment. Bien Alors évidemment. pas à titre personnel, Gilbert Collard, je ne connais pas Mehdi Mekla et vous pouvez pas me dire ça. Mais là on parle de ces propos. Ce que j'essaye honnêtement de dire, et j'espère que votre honnêteté va me permettre de le dire, c'est que la propagande anti-FN est maintenant déclenchée. Vous avez raison de dénoncer les propos que ces individus tiennent. Ils seront immédiatement sanctionnés. Mais faites donc un documentaire sur Mekla. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, cela fait suite à la diffusion ce soir d'un reportage sur le Front National sur C8, où l'on voit à l'intérieur en caméra cachée donc un responsable du FN, je crois que c'est de la ville de Nice, qui tient des propos absolument scandaleux, qui remet en cause la Shoah, etc. Enfin, c'est absolument dramatique. Et donc voilà, invité à réagir sur cette affaire, Collard a dérivé sur l'affaire Mehdi Mekla. Pot de banane. Moi, le maître Collard, j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut absolument réhabiliter le Front National comme un parti politique normal, contre lequel il y a une cabale, et là il le dit textuellement que va y avoir la propagande anti-FN. Mais c'est FN qui est lui-même qui se tue lui-même en ayant des propos racistes datant d'un autre temps, du Moyen Âge. Ou moi, ce que je retiens du Front National, c'est quoi? C'est le racisme. Ouais. C'est de dire la France en français, mais en France il y a que des Français, on va dire. N'oublie pas. Donc elle veut diviser les Français de souche. Donc combien de générations? 5, 10, 15, 20, 3, 2, comment? Je sais pas. Donc voilà, elle remet en cause. Donc si on va au bout de la réflexion, la nationalité. Des Français qui ont une origine priorité, ouais, étrangère, quoi, donc européenne, américaine, africaine, voilà. Comment on peut réhabiliter alors que c'est un avocat un parti comme le Front National? Je sais pas quelle crédibilité il essaie de lui donner. Donc, parce que tu peux être crédible justement en tenant ce tout ça parce que c'est un juriste et c'est un homme de loi, tout en sachant que lui-même a essayé à l'Assemblée de faire passer une loi pour pas qu'il soit poursuivi lui-même. Déjà à partir de ce constat-là, déjà tu pars de loin, tu vois. Ouais. Donc et c'est aussi lui qui tout à l'heure, je crois, relayait un petit peu le message en ce moment ambiance, et que c'est bientôt la guerre civile d'après le Front National. Alors justement, puisqu'on parle du Front National, hier il y a eu un coup de colère par rapport aux accusations de Marine Le Pen concernant le temps de parole. Elle dit qu'elle est que le FN est laissé de côté par BFM TV, RMC. Du coup, hier matin, coup de colère de Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Il recevait d'ailleurs Louis Alliot, qui était son invité, à propos donc du temps de parole. Donc écoutez ce petit échange assez musclé, et Bourdin qui a tenu à remettre les choses en cause, et puis le FN aussi a accusé cette chaîne de favoriser et de donner plus de parole à Emmanuel Macron. Écoutez. Le temps de parole. Nous avons eu les chiffres du CSA, parce que ces accusations commencent à nous insupporter. Non mais d'accord, mais ça fait partie de alors, quel est le temps de politique. Ah bon? Vous trouvez que c'est bien, ça? Bah écoutez, on est mis en accusation systématiquement par les médias. On se défend comme on peut. Voilà. Vous êtes là. Marine Le Pen est invitée. Oui, fermez votre téléphone, ça peut arriver. RMC, du 1er au 12 mars, Fillon 22%, Hamon 22%, Macron 15%, Le Pen 13%. BFM TV, Fillon 26%, Hamon 21%, Le Pen 17%, Macron 16%. Il n'y a que Mélenchon qui est en retard. Je crois qu'on a un déficit avec BFM par rapport aux chiffres du CSA, me semble-t-il. Ah non, vous allez les avoir publiquement. Ces chiffres qui tomberont demain. Marine Le Pen a eu tort. Je vous pose simplement la question de ne pas venir débattre ici même, de refuser de débattre ici même avec Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que c'était sur BFM TV. Elle avait accepté avec RMC. Oui, non, mais je vous pose la question. Elle a accepté ou pas? Mais avec RMC simplement. En disant je ne viens pas sur BFM TV. Pourquoi? Est-ce qu'elle a eu tort? Elle a eu tort. C'est son droit, sa liberté. On a le droit de refuser un débat. Eh ben voilà. Oui, on a le droit de refuser un débat. Mais quand l'émission qui concerne ce débat est diffusée à la fois sur RMC et BFM TV, je ne comprends pas pourquoi on choisit de stigmatiser comme ça une chaîne de télévision.
Alors, est-ce que vous trouvez la colère légitime de Jean-Jacques Bourdin, messieurs? Bon, il essaie de justifier l'absence, le refus de Marine Le Pen à débattre, ça, en face de Macron. Ça, mais c'est suite à des accusations. Après, la réponse, c'est qu'elle a le droit de refuser. Mais après, elle a un discours où elle dit que justement, elle est pas mise en avant, que tu sais, il y a toujours les mêmes, parce que c'est la position qui revient de Marine Le Pen, c'est d'être victime de la cabale, comme il disait Collard avant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tous contre moi. De bataille, ça. Et donc, et de l'autre côté, allez, on va dire qu'on va lui donner raison. Mais en fait, il faudrait aller un peu plus loin dans la réflexion et penser stratégique. C'est que Marine Le Pen, elle rend bien service finalement à la droite, c'est-à-dire aux Républicains et au Parti Socialiste. Et puis à pas mal de candidats qui disent attention, le péril du Front National. Il faut faire barrage au Front National, voter pour nous. Il faut tout faire pour voter pour celui qui a plus de chances selon les sondages. Ouais. Donc finalement, Marine Le Pen, le Front National, en fait, il sert les partis, la politique ambiante et l'oligarchie. C'est pour dire, c'est un argument de plus pour se faire élire en fait. Si vous voulez, Marine Le Pen elle est méchante, c'est un grand méchant loup. Ouais. Donc de l'autre côté, il dit ouais mais pourquoi vous me prenez pour un loup? Regardez, vous me boycottez, vous me laissez pas parler. Donc elle va passer pour la victime. De l'autre côté, ils disent attention, c'est le loup et il faut faire attention au loup. Votez pour nous pour qu'on puisse vous défendre du loup. Donc tout ça, ça m'a l'air aller d'une certaine stratégie et pour embrouiller le citoyen et l'électeur. C'est sûr. Maintenant, quand on va au fond des choses, par exemple, Marine Le Pen, ça, je tenais à faire une petite précision sur effectivement ce qui ressort. Tu vas interroger les gens, c'est du racisme. Ouais. C'est-à-dire, elle ne supporte pas quelque chose qui n'est pas français, qui n'a pas la bonne couleur, la bonne origine. C'est ça qui ressort en fait. D'accord. Et puis elle dit, c'est la France aux Français, on sort de l'Europe, on sort de l'euro. Mais elle a vachement changé de discours par rapport à son papa qu'elle a licencié du parti qu'elle lui-même a fondé. Elle s'est rapprochée d'Israël, je crois. Elle est partie en voyage dans les pays du Golfe. Oui. Elle a montré parce qu'il avait un petit peu un discours aussi homophobe, Le Pen. De chez Poutine aussi. Et donc tu vois, elle a pas un discours qui est homophobe. Elle a changé. Ouais. Tu vois, elle change un petit peu, se rapproche de la communauté juive par rapport à ce qu'il disait son père, donc Jean-Marie Le Pen, il était complètement condamné. Elle s'est caractérisée par ses propos islamophobes. Voilà, et puis, mais quand même, elle a évolué par rapport à des rapprochements avec la communauté homosexuelle, en fait, avec la communauté juive. Le fait d'obtenir une image lisse. Donc là, elle essaie d'arranger son image, mais malgré qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait pour arranger son image, c'est toujours collé à son parti, d'un parti raciste. Ouais. Voilà. Et donc, tout ce qui lui reste à faire, elle, c'est de se passer pour comment elle peut cacher son racisme si ce n'est qu'en passant pour une victime qu'elle est boycottée par les autres. Mais sachant que il me semble que si je crois que tu accuses son parti d'être raciste, je crois qu'ils te poursuivent en justice. Il y avait quelque chose. Non, ils le disent ouvertement. Oui, non, t'as la vidéo de la comédienne. Il y avait, il me semble, une humoriste. Non, mais il a raison. Il a raison, Hicham. Parce que lors d'un colloque qui avait dit que son parti était raciste et il a dit qu'ils appelaient leur avocat pour menacer de poursuivre. Tous ceux qui déclarent que le Front National est raciste. Mais c'est les militants du Front National qui disent oui, on est raciste, ils sont fiers, ils le disent à la vidéo. Les militants sur Canal+. Ouais, les militants. Après tu le sais, mais après l'image que eux, les têtes pensantes du parti ont, c'est l'objectif. Il y a eu cette menace, effectivement. D'aseptiser un petit peu tout le parti. L'image, c'est super important aujourd'hui. Alors, quittons un peu le Front National parce qu'on en entend parler pendant un petit moment de ce Front National. François Fillon, avec un peu d'avance d'ailleurs sur le calendrier, a été mis en examen. Qui ça? Hier. François Fillon. François Fillon. C'était hier. Je vois pas qui c'est. Celui qui a perdu l'élection gagnée d'avance. D'accord. Okay. Et alors, hier, Benoît Hamon était l'invité du journal de TF1. Qu'aurait-il fait à sa place s'il était lui mis en examen? J'aurais renoncé parce que, outre les doutes qui existent en lien avec cette mise en examen sur l'honnêteté et l'intégrité de François Fillon, à un moment où nous sommes, lui comme moi, candidats pour être chef de l'État, président de la République, dans un pays en crise, pas que politique mais aussi morale, il me semble que non seulement on doit tenir ses engagements, il avait annoncé qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen, mais donner tous les gages d'honnêteté et de probité. Ça me paraît plutôt pas mal, non, comme réflexion de Benoît Hamon hier. C'est posé, c'est responsable, c'est dépassionné. Il a raison de rappeler. Raisonnable. Il avait dit je ne me présenterai pas si je suis mis en examen. Bon, maintenant, de l'autre côté, si je me mets à la place de quelqu'un de droite, je dis c'est facile à dire parce que tu n'es pas dans cette position. Maintenant, il est évident qu'on soit de droite, de gauche ou qu'on est apolitique, que entre les actes et les propos de François Fillon, il y a tout un fossé quand, à 15 jours, c'est un mois après, il disait que si j'étais mis en examen, je me retire. Ouais. Et le jour où il est mis en examen, il fait son discours au Troca, il dit non, je reste. Donc là, il y a eu 200 000 personnes. Voilà, donc 200 000 personnes sur une place qui en contient à peine 40 000. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas mal. Là,
c'est ce qui se dit de toute façon, c'est que c'est une élection perdue d'avance et puis lui il y va coûte que coûte en fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Est-ce que les électeurs vont pas lui offrir une belle veste pour accompagner son costard à l'élection présidentielle? Des super belles images en plus de ça. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas prévenir l'avenir. On a quoi on a les indicateurs, c'est quoi? C'est les sondages, c'est la presse, c'est ce qu'on se dit à la radio ici et là, c'est entre amis dans les cercles de réflexion. Par rapport au sondage, moi je fais un petit point qui est hyper important. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les sondages encore plus qu'avant prennent une place trop importante. Parce que les sondages, ça a toujours été de toute façon. Dès lors qu'il y a un événement, hop, on sort un sondage. Un sondage, et puis le panel en plus il est pas du tout représentatif, tout en sachant que on a des preuves comme quoi, je me souviens c'était en quelle année, 2004, 2002, Chirac, 2002. Ouais, c'est ça. Où on donnait Jospin au premier tour. Tu vois, au premier tour, ça a été une raclée incroyable. Tu vois, c'est pour ça que moi ça me fait flipper tous les jours. T'entends les médias. Non, ça reste un sondage, c'est juste comme je disais un outil de. Hakim, Hicham, est-ce qu'il faut s'attendre au mois de mai prochain, une surprise? La surprise, ça va être, à mon sens, la surprise, elle s'appelle François Asselineau. Oui, non, mais d'accord, mais au deuxième tour. Poutou, moi. Pour moi, la surprise, elle porte un nom et un prénom, je l'ai dit. Ouais. Parce que là, de toute façon, les Français en ont marre des partis traditionnels. François Asselineau ne sera pas au deuxième tour. Fillon, c'est un suicide, donc il est décrié. Combien de ses son porte-parole, de ses soutiens l'ont lâché? Combien c'était? On était à plus de 40, je crois, la dernière fois que j'ai entendu ça. 300. Combien? 300 personnes l'ont lâché. 300 personnes l'ont lâché. Du staff. Voilà. Si on repart sur Hamon, il y a combien de socialistes qui appellent à voter pour un autre parti candidat d'un autre parti? Vous vous rendez compte? Toute l'aile droite du Parti socialiste a lâché Hamon, et puis tous ceux évidemment qui sont partis déserter rejoindre. Et le dernier en date, c'était le candidat aux primaires lui-même, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, effectivement, qui a refusé d'accorder. C'est un non-sens absolu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il peut plus être socialiste s'il encourage pas son. Normalement. Leur poulain, si t'es pas avec le poulain. Et puis si vous en rajoutez aussi les problèmes de Marine Le Pen qui a sous-estimé son patrimoine, Marine Le Pen qui l'emploi fictif à l'Europe, son immunité parlementaire européenne. Pourtant l'Europe qu'elle critique, mais là elle s'en sert bien. Fillon, c'est à chaque jour une nouvelle affaire. Alors, les costards, l'argent utilisé par le Sénat, enfin utilisé depuis le Sénat pour payer le mariage de sa fille. Ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Ça commence à faire beaucoup quand même pour l'honnêteté d'un homme, non? Ça fait beaucoup. On peut sentir un acharnement. Mais en même temps, c'est vrai, non? Ils sont pas inventés. Donc il y a peut-être un peu de vrai. Pour moi, c'est complètement vrai. Je crois que c'est la fin d'un cycle, d'une génération, peut-être aussi de manière, c'est de faire de la politique. D'une manière de faire de la politique. D'ailleurs, Juppé l'a très bien dit dans son discours. Il a dit voilà, on n'incarne plus cette France que les gens recherchent, on n'incarne plus ces hommes politiques qui sont au pouvoir depuis de nombreuses années. Surtout que c'est plus du tout la même France, et puis c'est pas du tout la même façon de voir la vie. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise, que ce soit social, que ce soit financier ou ce que tu veux. Tu peux pas arriver et jouer le gars. Enfin, limite, ils font penser à pas des dictatures. Il faut passer à autre chose. Et autre chose, on le voit bien, c'est Emmanuel Macron avec son mouvement. En marche. Pour moi, c'est une disquette, ce mec-là. Son mouvement. Ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni nulle part. Donc, tu sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce que tu crois? Non mais Hakim. Oui. Est-ce que tu crois Emmanuel Macron? Alors Emmanuel Macron. Non mais ton avis personnel. Mon avis personnel? Pour moi c'est une arnaque néolibérale. Oui. Il est parachuté du Parti socialiste. Oui. Et en fait pour moi Macron il est en train d'essayer de refonder les socialistes. Donc pour les appeler enfin les progressistes, c'est ce qu'il voulait faire François Hollande. Ouais. Donc il voulait rebaptiser le Parti socialiste en le Parti des progressistes. Donc on se dirige doucement et tranquillement vers cela, c'est-à-dire une requalification nominative du Parti socialiste en Parti progressiste représenté par. Est-ce que Hollande manœuvre Macron derrière? Est-ce que Hollande a manœuvré pour monter au sommet Emmanuel Macron? On ne peut qu'avoir de forts soupçons là-dessus, parce que. Ministre, quand même, oui, ça a été. Oui, complètement. Un ministre d'ailleurs qui a choisi François Hollande. Exactement. Ça a été un pur choix de François Hollande, le produit Macron. Et il n'est pas venu à n'importe quel moment. Exact. Macron, c'était pour revendre Alstom. C'était ça, donc fleuron de l'industrie française. C'était comment il s'appelait? C'était Montebourg qui était contre la. Oui, exact. La revente. D'ailleurs, il a succédé à Montebourg. Et c'est à ce moment-là, pour signer, acter la vente de ce fleuron français de l'industrie, que Macron a été désigné et a scellé l'affaire.
Donc en fait, ils ont ramené Macron pour céder quelque chose qui était public vers quelque chose qui est privé. Magnifique, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de néolibéralisme. Et donc voilà, donc il est clair que ce n'est pas pour rien que Manuel Valls rejoint et ex-candidat à la primaire socialiste appelle à voter Macron au premier tour. Donc on comprend bien qu'il y a une cabale, il y a une stratégie. Parce que j'ai cru lire que non, il démentait le fait il a démenti. Il n'a ni à voter Macron, ni à voter Hamon. Ah bah d'où elle vient cette information là, parce que je l'ai vu partout. Il y a eu un petit emballement médiatique. Il y a eu un emballement, il y a eu effectivement une réunion avec ses partisans à l'Assemblée nationale. C'est de la trahison. Et voilà, et donc il a dit je ne peux pas voter Hamon parce qu'il est trop à gauche. Il s'est pas solidarisé avec Hamon. Non, alors que c'est et justement, puisque t'en parles, ça tombe bien parce qu'on a posé la question à Benoît Hamon, enfin plutôt le journal de TF1 puisqu'il était l'invité hier soir sur donc à la décision de Manuel Valls de ne pas lui accorder son parrainage, le jugeant trop à gauche. Donc Benoît Hamon se sent-il trahi? Écoutez sa réponse. Moi je ne me sens pas trahi, mais sans doute les électeurs de la primaire se sentent-ils aujourd'hui trahis. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. En démocratie, le respect de l'issue du scrutin, c'est important. Comment lutter efficacement contre toutes celles et ceux qui mettent en cause la démocratie, quand justement, soi-même, on ne respecte pas le verdict des urnes. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé à droite. Et ça me coûte de faire cette comparaison-là. Alain Juppé n'a pas hésité à parrainer la candidature de François Fillon en dépit du gouffre qui les sépare. Moi, j'ai fait le choix d'essayer de rassembler ma famille politique. J'observe aujourd'hui que je suis dans une situation particulière puisque celui que j'ai battu devant les électeurs, selon des modes de délibération parfaitement transparents, décide de ne pas parrainer ma candidature. Bah, il a tout dit là. Hein. Il a tout dit de manière claire et plutôt respectueuse, on va dire. C'était un peu courtois. Et puis il a même pris l'exemple d'Alain Juppé, donc du parti adverse, on va dire, hein, pour dire qu'ils ont été mieux que nous, et il s'est tout de suite rallié derrière la candidature de François Fillon, tandis que Manuel Valls pas du tout, et ce n'est pas normal. Mais bon, on ne peut que conclure raisonnablement vers une implosion du Parti socialiste et voilà. Tu irais jusque là, toi? Ah oui, complètement. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que Manuel Valls. Ouais. Il y a toute une série de parlementaires, de sénateurs qui avaient jugé dès le départ le programme pendant la primaire. Hein. J'ai suivi un petit peu moi le programme et le meeting de Hamon. Il disait c'est le même discours qu'on entend. Il est trop de gauche. Ouais. Avec son histoire de revenu universel. Ouais. Et donc il dit c'est trop. Alors, je voulais vous faire réagir aussi sur ce qui va se passer lundi prochain. Vous savez qu'il va y avoir une petite nouveauté d'ailleurs dans cette campagne. Je pense que c'était pas le cas avant. Différents débats. Il y en aura 3 des dates qu'il va falloir retenir. Donc le 20 mars prochain, c'est lundi sur TF1. La petite particularité de ce débat, c'est qu'il n'y aura pas tous les candidats. Il n'y en aura que 5. Ah. Les 5 plus grands. Donc je vous les cite: Le Pen, Macron, Fillon, Hamon et Mélenchon. Et il est où François Asselineau? Il n'est pas invité. Parce qu'il est considéré comme petit? Non, il n'est pas invité. Ah là ni là Poutou, ni alors là, ni Jacques si ça c'est pas antidémocratique. Moi je trouve ça pas bien. Alors ça, si ça c'est pas antidémocratique, c'est on choisit qui fait la course. Alors qu'il a eu tout les 5 plus grands candidats, dit-on. Hein. Non, alors donc en fait ce qui compte c'est plus les 500 parrainages. Ouais, c'est le fait d'être considéré comme grand ou petit. C'est ça. Alors, il y en aura un autre aussi le 4 avril, si je ne m'abuse, sur BFM TV CNews. Là, j'ai pas d'informations pour vous dire qui sera invité. Par contre, j'ai une certitude sur le débat organisé par France 2 qui aura lieu, je crois, la semaine d'avant le premier tour, où là, tous les candidats seront invités et seront présents. Ça va être amusant, ça. Voilà. Donc voilà. Je peux vous assurer que j'ai eu le collaborateur de François Asselineau d'ailleurs qui m'a promis qu'il viendrait et il m'a dit en fait voilà, vous avez été un des rares médias à nous donner la parole avant qu'il se passe ceci. Oui. Et évidemment, c'est très logique que l'on viendra. Alors j'annonce aux auditeurs auditrices qu'il viendra pour un grand forum spécial. Radio France Maghreb 2 devient la radio. Non, mais on n'est pas jusque là, Pendant 2 heures, il sera là en direct avec vous et les auditeurs pourront poser leurs questions à François Asselineau, l'interpeller directement sur les sujets de leur choix. C'est vrai, Christophe, que quand il était passé à l'antenne, il y avait des petites choses qu'on comprenait pas trop. Mais il était quand même venu dans les studios à l'antenne. Oui, il est venu plusieurs fois même. Donc la radio lui a fait lui a ouvert les portes, hein, comme il le souligne très bien. Et d'ailleurs, c'est tout à leur honneur d'être un peu. Il viendra. C'était tout ça pour vous dire qu'il viendra. Je vous donnerai la date dès qu'on l'aura fixé parce que vous doutez bien qu'il croule sur les demandes médiatiques. Alors, il a dit c'est l'occasion de faire le tri un petit peu maintenant. Donc voilà, il a fait une très belle démonstration dans le journal de TF1 de lundi soir. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi oui, et j'ai vu LCI également qu'on peut retrouver sur YouTube. Ah, c'est magistral. Faut la voir sur le Facebook de la radio.
Radio, on vous l'a mis sur le Facebook France Maghreb 2. Voilà, il arrive avec ses documents, le mec. Il arrive avec des documents, mais c'est lourd, très lourd. 7 minutes sur le journal le plus regardé d'Europe. Et il y a aussi avec Jean-Jacques Bourdin où Jean-Jacques Bourdin il reste tout abasourdi. C'est ça. D'habitude Jean-Jacques Bourdin il est assez virulent dans son verbe. Et ben là non. Rien. Et dans un instant, Avis tranché, notre invité pour parler du Hajj Expo. Et puis cette question autour de cette décision de justice. Hier, la Cour de justice européenne donne la possibilité aux entreprises d'interdire le port des signes religieux. À tout de suite. Rendez-vous ce mardi sur France Maghreb 2, invité exceptionnel, un groupe de légendes. Salut à tous, c'est le groupe Ayam et on est sur France Maghreb 2. Le groupe aux 7 albums, 28 ans de carrière, invité du Grand Forum ce mardi, le groupe Ayam. Soyez là. Eh ouais, soyez là les potos, le groupe Ayam. Ils sont toujours là? Toujours, là, mais ils sont là en pleine forme et au top, franchement. Bien, je pense. Ils viennent à Paris? Ils sont à Paris. Ils sont à Paris? Ils viennent supporter le PSG? Non, alors j'en ai parlé un petit peu avec eux parce que pour rien cacher aux auditeurs, c'est une interview que j'ai enregistrée hier. Ouais. Et non, j'aurais dit bon, les gars, faites-vous plaisir. Ouais. Allez-y. Et Akhenaton m'a dit mais vous nous avez fait pleurer une semaine avant, maintenant c'était à vous de pleurer. Voilà. Et bon, en tout cas, super ambiance, belle rencontre, vraiment des gars super cool quoi. Donc à découvrir l'interview mardi prochain pour ces quelques minutes de c'est une campagne radio. De promotion par rapport à l'occasion de la sortie de l'album Révolution qui est dans les bacs depuis le 3 mars et puis une grosse tournée qui se prépare fin novembre. Enfin novembre plutôt, ils passeront par Marseille, par Paris avec 2 dates importantes les 24 et 25 novembre à l'hôtel Accor Arena. D'accord. Anciennement appelé Bercy. Moi j'ai du mal avec cette Moi salle. Pareil. Je suis resté sur Bercy, c'est plus simple à dire. Du côté d'Amiens, d'Orléans, de Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, Nancy. Enfin ils vont faire le tour de la France quoi pendant un mois intensif. Donc voilà, on les a reçus et rencontrés à cette occasion. Mais j'allais dire il n'en fallait pas beaucoup d'occasions pour les rencontrer parce que voilà, c'est un groupe de légendes quoi. 28 ans de carrière quand même. Ouais, Monsieur Hakim. Ouais, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ont fait danser tout le monde. Comme il faut. Notre invité qu'on avait prévu donc à 17h en train de nous planter. En fait, il nous répond pas tout simplement. Donc c'est pas très joli ça. Pour l'heure, eh bien, on va passer tout de suite à vos avis tranchés, messieurs. C'est parti, vous êtes prêts? On commence par qui, tiens? Bah, je sais pas. Tiens, on commence par Hakim, moi. Allez, vas-y. Attention, l'appel de Hakim Ral aujourd'hui est important, messieurs dames, à tous ceux qui sont indécis, à tous ceux qui ne veulent pas aller voter, à tous ceux qui ne se sentent pas concernés par ces échéances. Voter blanc ou s'abstenir ne compte pas. C'est un suicide. Citoyens de France, arrêtez de vouloir vous ouvrir les veines au moment des échéances électorales, des rendez-vous électoraux qui arrivent. Nous avons l'exemple de la campagne présidentielle, donc de l'élection présidentielle au mois de mai, qui est suivie par les législatives au mois de juin. Les défenseurs de l'abstentionnisme ou du voter blanc sont des utopistes. Ils disent, vu qu'il n'y a personne qui me correspond, vu que tout le monde est pourri, vu que tout le monde est méchant, se considérant peut-être comme étant eux-mêmes garants de la bonne foi et de la bonne parole, vierges de tout défaut, se disent moi je suis bien, les autres sont mauvais, je ne peux pas mélanger avec le mauvais. Mais on se trompe complètement, chers amis. Une élection présidentielle, une élection législative, un rendez-vous électoral, aller dans les urnes, s'exprimer, voter, c'est un moyen d'expression. S'exprimer en s'abstenant ou en votant blanc ne compte pas. Les votes ne sont pas comptabilisés. Aujourd'hui, les candidats que nous avons pour l'élection présidentielle française, ce sont des candidats exceptionnels, je dirais. La campagne présidentielle est passionnante. Les défis que nous traversons en ce début, finalement, du XXIe siècle, c'est atypique. C'est des tournants dans l'histoire. L'équilibre des forces à l'international, donc, ce n'est plus les Américains qui essaient de se positionner différemment qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme des leaders et les gendarmes du monde, même s'ils le sont encore avec 256 bases dans le monde, laisse place davantage à des négociations, à des pourparlers et des rapprochements importants, on l'a vu avec Trump, avec Poutine. La France qui jusqu'alors, après la Seconde Guerre mondiale, était plus considérée par les Américains
comme un espèce de tremplin. Bon, ça, on est dans le vieux continent. Que De Gaulle directement disait que les États-Unis veulent des vassaux, ils veulent simplement ils veulent pas des partenaires, ils veulent des gens qu'ils puissent utiliser. Donc ce volet international, il a évolué, il a changé. Donc penser l'élection présidentielle, c'est aussi française, c'est aussi la pensée internationale par rapport aux rapports mondiaux nouveaux. Comment on se positionne dans l'échiquier mondial. Concernant les enjeux nationaux, ils évoluent. Donc on a eu toute une période de débat sur l'identité, qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la laïcité, nous y sommes toujours. D'accord ? On a la révolution numérique qui fait que les citoyens ont plus accès à l'information. Entre YouTube, entre Twitter, Periscope, Facebook, toute l'information, tout va vite, tout s'enchaîne. Les citoyens sont plus au courant de tout. Donc la période que nous vivons, elle est changeante, elle est nouvelle, elle est moderne. S'arrêter juste parce que s'empêcher de s'exprimer dans les urnes, juste parce que on en a marre que ce soit toujours la même chose, mais ce n'est plus la même chose. Le monde il a changé, ça y est. On a autre chose. Et je dirais, pour clore, c'est qu'on a la chance aujourd'hui, et là je tiens à souligner, on a la chance d'avoir à la fois des scandales sur François Fillon, sur Marine Le Pen, sur le non-alignement des socialistes avec leur chef de file Hamon, mais qui vont s'accrocher à Macron, et on a également des candidats comme Mélenchon et François Asselineau qui sortent du lot pour moi. Leur discours sort du lot complètement. Bien sûr, on n'attend pas que le candidat, ça soit le sauveur. Mais on regarde le programme. Il y a des programmes qui sont graves. Il y a des programmes qui sont dangereux. Et il y a toujours cette division entre la pensée de gauche et la pensée de droite. D'accord ? Favoriser le capital, tout faire pour l'argent. Valoriser la productivité, le profit. Mettre au centre de la réflexion l'argent. Donc la droite. Et ce qu'il y a à gauche, c'est lutter contre les inégalités sociales, soi-disant, plus de redistribution des richesses. D'accord ? Et il y a une autre voie qui se prétend être au centre. Donc on a du choix. On a du choix pour s'exprimer. Ne pas voter, ne pas s'exprimer dans les urnes, revient à un suicide parce que la voix ne compte pas. Exemple, et j'en finirai là, en 10 secondes, j'ai un candidat que je n'affectionne pas, qui est contre moi. Si je ne vais pas aux urnes pour exprimer que je suis contre lui, c'est-à-dire je m'abstiens et je vote blanc, les électeurs qui sont avec lui gagneront. Parce que, tu vois ? Et donc, mathématiquement, en m'effaçant, en soustrayant mon expression au niveau des urnes, je favorise le candidat qui est contre moi. Voilà, j'en ai fini pour mon avis tranché, chers amis. Ne pas voter, c'est du suicide. Allez voter et non blanc et ne vous abstenez pas. Choisissez un candidat selon les programmes qui vous conviennent le plus. Merci Hakim Rahal. Bon, c'est avec ça, vous n'y allez pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein ? Bah si, il y a des gens qui sont suicidaires. Mais le problème à ce niveau-là, c'est qu'en fait ils condamnent beaucoup de gens. Ils condamnent beaucoup de gens. Voilà, je dirais pas plus. En tout cas, si Hakim Rahal a réussi à convaincre quelqu'un qui était indécis à aller voter, qu'il appelle tout à l'heure au 01 40 33 9000 ou qu'il nous le fasse savoir par mail lgf@francemaghreb2.fr. Allez, on va enchaîner avec un autre avis tranché. C'est une espèce de revue de presse de l'actualité avec Hicham Terak. Tout à fait. C'est parti ? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'avis tranché, l'avis tranchant. Encore une fois slamé, avouez que c'est kiffant. J'ai quelques rimes à refourguer, à toi de savoir écouter. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Je prends quelques mots en scred, mais dis-moi que t'as capté la connexion. Des textes sans couplet, mais toujours sans le son. Ma voix sans filet pour que tu captes mes vibrations. Pas d'autotune, je fais pas ça pour tes thunes. Juste mes idées récitées pour chacun et chacune. Allons, parlons d'actualité. Technologie. Apple sortira un nouvel iPhone. Moi perso, ça me laisse aphone. Toute technologie de pointe, mais à la fin du mois, tu suintes. Dire que certains vont se ruiner pour un téléphone qui tient pas une journée. Passons à l'international. Tiens, paraît-il que des corps de réfugiés sont toujours repêchés. Foutu galère. Les cadavres par la mer sont rejetés. La pauvre, elle ne peut pas s'en empêcher. Putain, mais moi je trouve ça grave. Faut vraiment se mobiliser. Visionnaires comme Lao Tse, certains tuent père et mère. C'est ceux de là-haut, c'est ça, l'art de la guerre, vieux. Obligé de vous parler du président des États-Unis. Tu te rends compte qu'il a inventé un attentat? Personne ne s'attendait à ça. Mais non, mais franchement, quel abruti. Revenons en France. Je rêve d'une classe politique aussi droite que la coupe de mon jean. Se regarder dans un miroir et se dire « votez pour moi, je suis clean ».
Fuyons les gros sourcils et toujours en lice. Fuyons les gros soucis, l'escroquerie est propice. T'avais dit que si t'étais mis en examen de l'élection présidentielle, tu t'en lavais les mains. Mais l'homme politique et son parti sont bien trop malins. À la démocratie, on lui a dit haut les mains. Sombre est le dessein de nos politiciens. Faut avouer que très peu sont honnêtes. Vu comme ils nous traitent, je me demande si nous sommes des chiens et eux les maîtres. Même le FN peine à justifier des salaires versés. Les voilà maintenant dans le même panier. Arrêtez vos salades, bande de malades. Purée, eux qui se disaient honnêtes. Jouez les vierges effarouchées alors que cramés vous êtes. Paraît qu'à Rome, tu dois faire comme les Romains. T'as voulu jouer international, aller serrer des mains. T'avais juste apporté un voile, t'as refusé, t'as fait la conne. Scandale dès le lendemain. Avoue que c'était un coup de com'. Et tu veux être présidente ? Franchement, excuse-moi, mais t'es repoussante. Purée, comme le dit mon gars la hyène, la flamme du mal, la flamme du FN est devenue incendie. Moi, ça me fout la haine. Et toi, qu'est-ce que t'en dis ? Société, les banlieues toujours sur le point d'exploser. Mais que fait notre police ? Toujours la même qui sont exposées. Dans nos rues, ça joue à Chuck Norris. Pas de paix sans justice, à la télé, toujours les mêmes qui beuglent. Gardien de la paix, factice, la justice est aveugle. Non, moi je dis qu'elle a les yeux crevés. Moi ça me fait rire quand les mecs en uniforme se plaignent, te disent qu'il y a pas si longtemps que ça, on était tous derrière eux. Ils oublient que beaucoup dans les cités n'oublient pas et saignent. Bien sûr, faut pas tout mélanger, certains bleus sont respectueux. Psychologie, de ce monde, envie de se retirer. Mais il n'y a plus d'endroit où se cacher. Désolé si le moral je plombe. Pas de tranquillité, même dans la tombe. Sonnez l'alarme, il y a urgence. De la paix, du vivre ensemble, je demande la résurgence. Retour à l'âge bête, de l'insouciance. C'était bien mieux à l'enfance. Un avis tranché façon journal télévisé, j'avoue que je préfère des auditeurs avisés. Traiter des sujets avec qualité comme envoyé spécial. Quand je vois à quoi sert la redevance, des fois j'ai mal. J'aime prendre de la hauteur et surtout de la distance. De la vie générale, je dirais que je suis plutôt un envoyé spatial. J'ai encore rien fait comme les autres, j'avoue que c'est pas de ma faute. Je prétends pas être un pro du slam, juste un foutu mélomane. Référence. Faut faire ses premiers pas avec foi. Pas besoin de voir tout l'escalier, faut juste monter la première marche. Ces derniers mots ne sont pas de moi, mais d'un grand homme de ce monde bien intentionné. J'aime finir avec une citation claire, et celle-ci était du King Martin Luther. Merci. Waouh. Hakim. Bravo, très bien écrit, ça donne envie d'écouter. Et c'est ça qui est important. Le message au fond, en fait, et ça je dis souvent avec des amis, on discute sur le rap ou les textes ou les poètes qui sont engagés un peu avec cette conscience un peu politique. Kerry James ce soir à l'Olympia, même si c'est complet. Voilà, c'est que la suite logique ne serait-elle pas l'engagement en politique ? Quand tu parles dans le texte de ce qui se passe au niveau national ou international, c'est vrai que les mots ils sont là, bon tu t'amuses, mais tu donnes du sens, il y a du sens à ce que tu dis, tu vois, c'est pas juste dire des mots pour des mots, même si on est sensible à la prose, au verbe, à la rime, à la cadence, tout ça. Mais il y a l'engagement qui est derrière. Donc moi je dis que je salue ton texte et puis les idées que tu développes. Mais aussi j'invite à aller plus loin et à l'engagement politique. Ouais. Parce que le texte finalement, le rap. Donc qui est né dans la rue, c'est des revendications, tu vois. C'est de la revendication. C'est de la revendication, c'est que de la politique en vrai. D'une certaine manière, ouais, exactement. Mis à un niveau entre guillemets qui est très facilement d'accès pour tout le monde, puisqu'il a été justement enrobé de musique. Avec des codes, oui, avec des codes bien spécifiques, ouais, bien sûr. Et comme toujours, ça vient de la rue. Ouais. Tu sais. Donc forcément, la rue, c'est ces gens qui subissent entre guillemets. Aujourd'hui, on peut dire qu'on subit la politique quand on voit ce qui se passe. Mais aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec toi. Et je sais qu'une fois, on en avait discuté avec Christophe, mais moi, ce que je demande aux artistes, c'est de l'engagement aujourd'hui, parce qu'ils ont une portée incroyable. Même si ils ont un public large, un public super large, super jeune aussi. Ils touchent du monde. Mais malheureusement, voilà, moi j'appartiens à une époque où justement, je pense comme toi un peu, où on avait des textes qu'on aimait écouter, peut-être réécouter par moment, parce qu'il y avait déjà des messages. Il y a un engagement, il y a un message. Oui. Aujourd'hui, bon, on est dans. Il y a des valeurs qui sont défendues aussi. Voilà, mais bon, après on a vieilli un petit peu. Mais après, bon, même aujourd'hui, on va dire c'est moins conscient peut-être chez la plupart, chez pas mal de rappeurs, mais il y a différents raps, tu vois, il y a un rap juste pour déconner, il y a des raps pour l'engagement, tu vois, il faut de tout, tu vois, à différents moments, l'artiste quand il écrit son texte, il a différentes sensations, il vit différentes expériences de la vie, mais globalement, finalement le texte de rap, tu vois, le texte, le slam, bon là c'est du slam, ça est de la rime, donc il y a un sens éthique, tu vois, il y a un sens de vouloir mieux. Alors, le bon élève, je tiens à partir d'aujourd'hui à rendre compte auprès des auditeurs. Je fixe à mes chroniqueurs la durée maximum de 3 minutes pour faire leur avis tranché. On va voir les bons élèves.
Aujourd'hui, 3 minutes 40 pour Hicham Terak. C'est beau ça. 5 minutes 12 pour Hakim Rahal. Ah bah voilà. Ah, j'ai pas senti le temps passer. Ouais, moi, pareil. Voilà. Quand c'est intéressant, c'est pas pareil. Quand on aime, on compte pas. Attention, retenez bien tout ça parce que ça va compter à la fin de saison. Croyez-moi, on va noter. Ah, voilà, on va tenir les bulletins. D'accord. On va tenir les bulletins, on va noter. Il y a quoi à gagner? Vous verrez ce que je vous prépare. Ça va me rendre ouf, hein, je vous le dis. Bon, allez. On enchaîne avec l'actualité pour feuilleter un petit peu ce qui se passe. Et tiens, c'est une élection test pour l'Europe qui se déroule en ce moment aux Pays-Bas. Élection législative, la première dans un des pays fondateurs de l'Union européenne, depuis que les électeurs britanniques ont choisi par référendum de quitter l'UE, dans un contexte de montée des populismes en Europe et à la veille d'élections majeures en France et en Allemagne. Le score de l'extrême droite islamophobe sera très observé, d'autant que la campagne de ces derniers jours a été marquée par une crise diplomatique entre La Haye et Ankara. Premier chiffre, à midi, la participation était en hausse de 2 points par rapport au scrutin dernier. On était à 15%. Les Pays-Bas ont tenté par l'extrême droite, alors que, contrairement à ce qui se passe contrairement à ce qu'il se passe dans d'autres pays, la situation économique est globalement plutôt favorable. Produit intérieur brut en hausse, faible taux de chômage, déficit budgétaire proche de 0. Tous les indicateurs sont au vert. Et pourtant, visiblement, l'extrême droite pourrait faire un score assez hallucinant avec l'un de ses représentants qui s'est illustré par des propos absolument monstrueux, comparant le Coran à Mein Kampf, comparant les mosquées enfin voilà, c'était dégueulasse, quoi, une campagne absolument dégueulasse de la part de ce monsieur. On attend les résultats. Comment expliquer cette montée de l'extrême droite dans un pays où économiquement, je le disais, on a vraiment, c'est nickel, quoi, par rapport à chez nous. On a de quoi les envier là pour le coup. Moi je trouve qu'il y a un travail de fond de la part de certaines politiques tout simplement. Après c'est comme à chaque période de crise, apparemment là-bas ça se passe bien, mais il suffit de mettre en avant, de faire chauffer un petit peu la colle et voir ce qui se passe après. À savoir, c'est dire voilà, ils sont pas comme nous. Regardez, stigmatiser. Voilà ça, ils veulent pas s'intégrer alors que pourtant. C'est trouver des boucs émissaires, voilà. Et puis c'est une proie facile, on va dire les musulmans, donc ceux qui les citoyens hollandais de confession musulmane, parce qu'ils sont moins organisés que d'autres minorités. Et à partir du moment où lorsque je tape sur quelque chose, un groupe de personnes et qu'il n'y a pas de retour, je peux continuer à taper. C'est ça, ouais. En fait, c'est logique, quoi, parce que on n'attaque pas des forts, on attaque des faibles. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il est facile, comme tu dis, de taper sur les minorités visibles, qui pour autant viennent. Alors pour certains, je sais pas si on parle de Syriens ou autres, mais t'as des pays, des gens qui fuient certains pays parce que il y a une situation qui est dramatique. Donc du coup. Aujourd'hui, malheureusement, certains s'en servent, en fin de compte. C'est de l'eau à leur moulin pour dire que les politiques migratoires sont mauvaises, que ceux d'avant nous étaient pas bons. Donc nous, on arrive avec des solutions ou des idées extrêmes et qu'on a la solution. Alors qu'en fait, ils ont pas de solution, puisqu'on parle de l'humain, en fait. On rejette l'humain, mais on parle pas d'un système. Clairement, c'est ça, c'est le système. Qu'est-ce que le système peut t'apporter de nouveau? Ou est-ce que si tu veux qu'il t'apporte quelque chose, faut peut-être le réformer. Mais c'est pas en le réformant sur le dos de certaines personnes. Question rapide, messieurs, avant qu'on passe à la pub. On va parler du Hajj Expo dans un instant, puisque notre invité visiblement s'est libéré. Notamment pour évoquer cette décision de la Cour de justice européenne qui autorise, parce qu'il va falloir voir ça au niveau du droit français avec cette histoire, autorise donc les entreprises à refuser le port des signes religieux dans les entreprises. Sous certaines conditions. Sous certaines conditions, certes. C'est laissé à leur libre arbitre du patron. Du patron qui décide demain, par exemple, si j'ai des femmes qui portent le voile ou des hommes qui portent la kippa ou des hommes ou des femmes qui portent la croix, demain décide de ne plus accepter dans l'entreprise des signes donc qui font référence à la religion. Bonne ou pas idée? Alors pour répondre à cela, c'est une mauvaise idée, Christophe. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Pour répondre à cela et pour justifier que c'est une mauvaise idée, je vais vous donner le témoignage d'une cliente avec qui j'ai parlé. La brioche de Barbès là-bas? Oui, elle travaille. Elle travaille à la Croix-Rouge depuis 2 ans. Elle travaille en turban. Elle travaille en turban, c'est-à-dire au niveau de sa tête, elle a un foulard, elle a un tissu qui couvre ses cheveux et qui est mis d'une manière un petit peu stylisée, on va dire ça comme ça. Depuis 2 ans. On lui a jamais fait aucune remarque. Elle travaille avec depuis 2 ans, j'insiste bien. Un jour, elle sort, elle prend le train, elle le met autrement. Parce que c'est une femme de elle est de confession musulmane. Elle a choisi de mettre le voile. Elle sort du boulot,
elle prend le train, elle met le voile. Et il y a un collègue de travail qui la voit. Elle retourne au boulot. Elle est convoquée par son supérieur hiérarchique qui lui dit, d'accord, que le foulard islamique n'est pas accepté et qu'elle doit le retirer. Point. Conclusion, les amis, de ce témoignage, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette histoire-là, que par exemple l'actualité que vient de donner Christophe là, sur l'Europe qui donne la possibilité aux patrons de licencier ou de refuser des gens en raison de leur tenue religieuse. Oui. En fait, les amis, le problème c'est quoi? C'est que maintenant, quand tu portes un turban, parce que c'est côté esthétique, on sait pas que t'as une religion, on sait pas que t'es musulmane. C'est pas grave. Mais quand on sait que t'es musulmane, là tu n'as plus le droit. Et on te licencie, on t'accepte pas. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, dans soi-disant les pays des droits de l'homme, dans soi-disant le vieux continent qui a donné la naissance aux droits de l'homme, aux révolutions populaires, à la constitution française qui garantit les libertés de circuler, de confession, d'opinion, de religion, qui va vers l'égalité des sectes, en fait ce qu'on cherche à faire, c'est d'empêcher les gens de penser. Parce que quand elle avait son turban pendant ces 2 années, elle était musulmane aussi. Et là, depuis que son supérieur hiérarchique, tu comprends? Mais ça veut dire que demain... Le grand problème, c'est qu'on empêche les gens de penser. Et on focalise sur l'islam. Et ceux qui empêchent les gens de penser, c'est qui? C'est des gens qui refusent Dieu. Parce que le foulard, c'est un bout de tissu sur la tête. C'est une tenue. Non mais en fait, c'est parce que tu penses différemment. Hakim, on peut trouver ça bien. Problème. À la limite, pourquoi pas? Mais faut que ça s'applique pour tout le monde. Comment ça? C'est ce qu'il dit à la base. Si on interdit les signes religieux dans les entreprises, c'est au libre arbitre du patron. Si le patron décide de demain, pour X ou Y raison, décide de plus d'appartenance, qu'on le fasse, il y a aucun problème. Alors pas de voile, pas de kippa, Comment ça, pas de voile? Pas de croix. Mais c'est contraire à la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire, on va t'empêcher de penser, on t'empêche d'avoir une identité culturelle, quand on est sur son lieu de travail, l'entreprise, quand tu vas dans une entreprise, t'es dans un lieu privé. Mais attends. D'accord. Où ça? Et alors si c'est privé? Au sein des locaux de l'entreprise. Et il est où le problème d'avoir une pensée? Le propriétaire, le maître des lieux est libre de décider ce qu'il veut ou pas accepter dans son entreprise. Ah pourquoi? Parce qu'avant ils étaient pas libres, c'est nouveau hein. Il y a la décision de justice qui vient encourager effectivement ce choix. Ah voilà, donc c'est une tendance nouvelle. Mais pourquoi ça gêne? Pourquoi ça gêne? Parce que l'Europe, oui, elle a des citoyens, des concitoyens, des gens qui ont des nationalités européennes, oui, qui sont d'une confession différente de la confession historique. Pas la laisser à la maison, Hakim, pas au travail. Mais pourquoi Dieu n'est pas dans une maison, Dieu il est partout. Oui, Dieu il est présent dans ton esprit, il est présent dans tes actes, dans ton comportement, dans ta façon de voir les choses. Dans une société où effectivement la religion est importante, bien sûr, mais dans un pays qui se veut et dit laïque. La laïcité. Donc on repart. Il faut encore réexpliquer ce qu'est la loi de laïcité de 1905, cette séparation de l'Église et de l'État. Mais les citoyens ont le droit de pas croire. Comment? La liberté de croire ou ne pas croire. Et donc, par contre, les femmes qui choisissent librement d'avoir un foulard, elles sont pas libres. Si, on les empêche. Elles sont libres dans l'espace on va les public, enfermer dans la rue. Comment? Dans la rue. Mais non, mais là, tu vas avec des lois comme ça. Quand on va avec des lois comme ça, c'est pour l'interdire dans l'espace public bientôt. Si à chaque fois on laisse passer des choses et on perd des avancées de liberté, on n'aura plus bientôt. N'hésitez pas à réagir dans un instant. On va parler un peu de finance islamique. Je voudrais juste réagir sur un truc. Est-ce que je suis désolé? Ce qui est dommage, c'est qu'on parle de voile, alors que là, avec les affaires Fillon, c'était génial. On parlait plus des musulmans. C'est vrai. Et il fallait que ça se réinvite quelque part. Voilà, allez, dans un instant, on va parler avec notre invité pour parler du salon Hajj Expo, et puis ne loupez pas aussi cette affaire qu'on va vous relayer avec le responsable du CRI du côté de Perpignan. Ce sont des bergers, une bergère qui se retrouve en prison. Vous saurez pourquoi dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum. On va parler, si vous le voulez bien, messieurs, Hicham Terak, Hakim Rahal, ils sont avec nous, de ce salon Hajj Expo qui aura lieu ce week-end à la porte, à l'espace Champéret plutôt. L'entrée est gratuite. Pour en parler avec nous, monsieur Tariq Bengaray, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue, monsieur Bengaray sur France Maghreb 2. Alors vous êtes, on va dire, un fin connaisseur de la finance islamique. Tout à fait. Donc, je représente le comité indépendant finance islamique SIFI, en fait, qui est un challerbord français et européen, avec à son actif des certifications de produits conformes à cette nouvelle finance en France et en Europe. Du coup, lors de cet espace, de ce salon Hajj Expo qui aura lieu ce week-end à l'espace Champéret, il va être question aussi de finance islamique. Tout à fait.
Alors comment va-t-on en parler? Que va-t-on apprendre concrètement sur la finance islamique que l'on attend finalement et qu'on peine aussi à comprendre pour certains d'entre nous, moi le premier d'ailleurs. Hein. Je vous le cache pas. Bah écoutez, après les crises cycliques que vous connaissez, dans la dernière étant de la crise de 2008, ce qu'on appelle communément la crise des subprimes, oui. Le monde s'intéresse de plus en plus à ce qu'on peut appeler la finance éthique, solidaire et participative pour responsabiliser, si vous voulez, notre relation avec l'argent. Et donc la finance islamique se présente comme une alternative solide à travers à la fois ses principes fondés sur l'interdiction de ce qu'on appelle le riba, c'est-à-dire l'adossement à un crédit sans que ça soit de l'actif ou de l'activité tangible, ce qu'on appelle aussi le taux d'intérêt et le taux d'usure, et aussi le principe des partages des profits et des pertes, aussi le fait qu'elle bannisse un certain nombre d'éléments comme ce qu'on appelle l'aléa, la spéculation hasardeuse, et qu'elle soit une finance basée sur l'économie réelle. Tout cela a incité des acteurs musulmans et aussi non musulmans. On l'a vu avec Christine Lagarde en 2010, de 2010 à 2012, si vous voulez, avec la commission Paris-Europlace, où effectivement on a élaboré un certain nombre de textes visant la finance islamique en France, où j'ai eu l'honneur d'y participer. Et puis ensuite, on a eu en France des produits conformes à la finance islamique, puisque c'était un choix à ne pas négliger, un choix pas seulement, si vous voulez, lié à une religion, mais lié plus globalement à une éthique et un changement de comportement et un essai de moralisation, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça, d'une moralisation d'une économie qui a pour l'instant failli à son rôle qui est la richesse. Rendez-vous pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent en savoir plus, notamment sur la finance islamique, mais pas seulement, pour ceux et celles qui ont le projet aussi de préparer leur voyage à la Umrah ou le Hajj. C'est l'occasion de venir et c'est gratuit, l'entrée est gratuite, c'est ce week-end, donc samedi et dimanche, à l'espace Champéret. Un très bel endroit où on va pouvoir discuter, rencontrer aussi. Je pense qu'on va aussi parler de tourisme halal, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, avec la Malaisie, etc. C'est touristes assez bénéfique pour ceux qui souhaitent avoir un tourisme un peu particulier, quoi. Éthique. Éthique, voilà. Merci. Le tourisme éthique sera présent. N'hésitez pas également de visiter notre stand SIFI pour comprendre ce qu'est la finance islamique et son rôle dans l'économie, pas seulement française, mais mondiale. Mais monsieur Tariq Bengarraï, en tout cas, on ne manquera pas de venir vous rendre visite pour en savoir un peu plus. Merci. Et ça mérite en tout cas explication. Mais pour faire simple, la finance islamique en France, c'est pour quand? Eh bien, écoutez, ça a commencé avec un certain nombre de produits d'épargne et de produits aussi de financement. Donc ça a commencé depuis 2012, très exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais acheter un bien immobilier. Est-ce que je peux utiliser la finance islamique? Tout à fait. Bon, et vous pouvez aussi épargner, c'est-à-dire investir dans des supports, dans des actifs halal. Halal, ça veut dire licite au regard du droit commercial islamique. Donc c'est possible. Évidemment, elle n'est pas très visible parce que vous savez aujourd'hui tout ce qui se passe autour de l'islam la rend de moins en moins visible et c'est toujours un sujet tabou chez certains malheureusement. Mais elle existe. Il y a des travaux qui sont faits. Donc je ne dirais pas dans les coulisses, mais simplement elle manque de visibilité. Voilà. En tout cas, ne manquez pas d'aller les rencontrer et tous ceux qui sont intéressés évidemment par ce sujet extrêmement important. Rendez-vous donc à l'espace Champéret ce week-end. France Maghreb 2 étant le partenaire. Merci beaucoup, monsieur Tariq Bengarraï, pardon. À très bientôt. Voilà, j'ai bugué. Allez, on enchaîne avec cette affaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une affaire qui nous emmène du côté de Perpignan pour évoquer le sort d'une famille qui traditionnellement, je veux dire, des bergers, donc rien d'anormal jusque-là. Sauf que cette affaire a pris des tournures absolument hallucinantes. Écoutez bien, interview enregistrée cet après-midi avec le responsable du CRI. Du côté de Perpignan. Nous recevons à présent dans cette émission le grand forum Abdelaziz Righi qui est le responsable du CRI à Perpignan. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous allez ici nous révéler et ainsi médiatiser une affaire qui concerne une famille de bergers du côté donc de Perpignan, victime d'islamophobie et pourtant se retrouve en prison. Expliquez-nous un petit peu cette affaire qui paraît depuis Paris hallucinante.
Oui, c'est une histoire de fou, comme dirait Kerry James. C'est en fait c'est une famille de bergers qui s'est mis en exploitation agricole en 2005 à Cornillard-la-Rivière, un village à côté de Perpignan. Donc dès le début, ils devaient faire une bergerie, faire un verger pour faire le maraîchage l'été. Donc ils ont des abricotiers, ils ont des cerisiers et une bergerie avec un troupeau de moutons. Donc il faut savoir qu'ils ont eu, parce que sa femme porte le voile, un acharnement administratif, ce qui a fait qu'en fait le berger, il a fallu 5 ans pour qu'il obtienne le permis de construire. Ils lui ont fait faire la procédure totalement. En gros, normalement ça met 6 mois pour un permis de construire pour une bergerie. Lui, il a mis 5 ans. Il a fallu qu'il aille poursuivre la mairie jusqu'au tribunal administratif. Et 5 jours ou 10 jours avant de passer au tribunal administratif, la maire l'a convoqué à la mairie pour lui dire voilà, vous retirez votre plainte et je vous signe le permis de construire pour la bergerie et pour le magasin de stockage. Très bien. À l'entrepôt de stockage, voilà. Donc jusque-là, bien qu'il y ait eu beaucoup de difficultés pour obtenir le permis de construire pour la bergerie, tout semblait arrangé. Arrangé, oui, mais parce qu'il y avait aussi, ils ont eu beaucoup de vols de poules, une haie de cyprès de 60 mètres qui a été incendiée, des attaques de chiens sur leurs moutons, des tags, plein de choses. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, le 21 mai, le berger a été molesté par le centre équestre à côté pour une banale histoire d'eau, alors que de l'eau il y en a là-bas. Et en fait, il s'est pas défendu. Et il a appelé la gendarmerie du village qui n'a pas voulu intervenir. Donc le soir, il a été obligé de retourner là-bas avec sa femme pour rentrer les moutons dans la bergerie. Et là, il s'est fait encore attaquer par 3 personnes. Et là, il s'est défendu. Et il y a eu une bagarre en fait entre lui et 3 personnes du village, en fait, du centre équestre à côté. Ouais. C'était 5 jours d'ITT, ils ont porté plainte tous les deux. Ça aurait été une banale affaire de justice, quoi. C'était pas un truc vraiment important. Une bagarre, oui, effectivement. Ouais, voilà, c'est une bagarre entre voisins, 5 jours d'ITT. Il n'y a pas de détention provisoire, hein. À ma connaissance, j'ai connu personne pris dans une bagarre qui a fait de la détention provisoire pour 5 jours d'ITT. Mais en fait, ce qui a pris le pas, c'est devenu une affaire politicienne. C'est parce qu'en fait, le soir de la bagarre, ils n'ont pas été mis en détention provisoire. Ils ont dormi à Cornillard-la-Rivière. Et en fait, le lendemain, la mairesse du village a organisé un rassemblement contre la violence, où il y a 350 personnes du village et alentours qui sont venues. Et nous avons des témoins, nous, qui nous ont fait des attestations, justement, qui disaient qu'ils ont entendu des propos racistes devant le député Olive, devant le maire de Pézéa-la-Rivière et la mairesse de Cornillard-la-Rivière, et qu'il y avait des menaces de ratonnade devant les gendarmes. Ouais. Les jeunes et des moins jeunes appelaient à une ratonnade sur la famille des bergers et des menaces de mort. Donc les gendarmes, ils ont calmé les choses, ils avaient les flashballs et tout. La préfecture était alertée 24 heures avant qu'il allait y avoir un rassemblement, donc ils ont fait leur boulot, ils ont calmé le jeu. Et le souci, c'est que le préfet a instrumentalisé, peut-être avec la justice française, la bagarre pour éloigner la famille de Cornillard, la rivière. Ouais. Donc c'est eux qui ont été menacés de mort, mais c'est eux qu'on éloigne, c'est eux qu'on met en détention pour soi-disant les protéger. Et c'est là qu'est l'injustice. La bagarre, nous, c'est pas grave, ça. C'est pas le. Alors attendez, pas là qu'est le truc. Qu'on comprenne bien, monsieur Regui, c'est une bagarre, ce sont des faits qui remontent quand même à l'année dernière, c'est ça? Oui, 21 mai 2016. 21 mai 2016. Là, on est en 2017, hein, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? En fait, ils ont été mis en détention provisoire, la famille. Donc, il faut savoir que quand ils ont été mis en détention provisoire, ils ont mis les parents en détention provisoire. Et la justice française, normalement, doit prendre en compte la mineure de 13 ans. Donc, et en fait, ils en ont pas pris, ils se sont même pas préoccupés. Ils ont mis les parents en prison, en détention provisoire, et ils se sont même pas occupés de la mineure, où elle était, qui l'hébergeait, tout ça. Alors attendez, que je comprenne bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en ce moment, les parents dorment en prison.
Non, là, ça, c'est ce qui s'est passé là. Je vous parle, c'est fin mai 2016. D'accord. Là, maintenant, à l'heure actuelle, ils ont été libérés. Le berger et les deux frères de Schéma, ils ont de 19 et 20 ans. En fait, c'est toute la famille qui était là-bas à Corbeil-à-la-Rivière. Tous les majeurs ont été mis en détention provisoire. D'accord. Les deux fils de 19 et 20 ans ont pris 3 mois et demi de détention provisoire. Son mari, le berger, a pris 3 mois et demi de détention provisoire. Et la bergère, Louisa, elle avait pris déjà 1 mois de détention provisoire. Déjà, disait Monsieur Rigui, parce que elle est effectivement retournée en prison depuis dimanche dernier, en détention provisoire, parce que, en fait, il y a une interdiction qui avait été faite concernant ces bergers de ne plus pouvoir retourner dans leur bergerie, donc pour s'occuper de leurs moutons. Sauf que les moutons étaient en train de mourir les uns après les autres, hein, ils n'étaient pas alimentés, et Louisa a souhaité, avec l'aide justement de jeunes de Perpignan, pour assurer sa sécurité en quelque sorte, donc aller à cette bergerie. Alors ça s'est passé plutôt bien les 3 premiers jours, sauf qu'après, à l'appel de la mairesse de ce village, il y a eu une manifestation et ça a un peu dégénéré, et cette Louisa donc a été arrêtée, menottée, violentée, et elle est en prison tout simplement, en détention provisoire depuis dimanche. C'est voilà. une mairie de quoi en fait? C'est une mairie quoi? Alors je ne sais pas, c'est quoi une mairie de quoi, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, donc voilà, cette affaire est absolument hallucinante. Vous réécouterez cette interview peut-être dans l'intégralité, parce que là malheureusement le temps est très très vite passé. Ce soir dans l'émission de Fawzi dès 22h, dans l'émission il y a des soirs comme ça, mais bon, une affaire à suivre de très près. Et Louisa donc qui est en prison pour finalement avoir le tort d'aller alimenter ses moutons. Voilà, tout mon soutien. Voilà. Mais après je pense qu'arrivé un moment faut être pragmatique, peut-être, logique, je sais pas à qui. Ce que je dois retenir, c'est que c'est l'influence du maire, du premier magistrat de cette ville sur la vie de cette Louisa, sur sa vie en tant qu'entrepreneur, sur sa vie en tant que personne, en tant que française, et on comprend bien l'importance du politique. On comprend bien et on souligne bien qu'il faut s'intéresser à la décision politique, il faut agir au niveau politique, parce qu'elle a bien, elle a beau s'investir, entreprendre, passer du temps dans un village quelque part à côté de Perpignan, un coin paumé, d'accord, dans la France, eh bien le politique l'a rattrapé. Exactement. Ouais. Et donc intéressons-nous à la politique, investissons la parole politique et la prise de décision politique. C'est ce que je retiens moi dans cette affaire, c'est que la mère, elle n'a pas été bienveillante à son égard. Pas du tout même. Voilà. En tout cas, soyez là avec Fawzi ce soir dès 22h, puisqu'on vous repassera cette interview dans l'intégralité, puisqu'elle était assez longue et malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Et ils en reprendront en long et en large ce soir pour vous apporter plus d'éléments dans l'émission. Il y a des soirs comme ça avec Fawzi sur France Maghreb 2. On passe très vite au j'aime ou j'aime pas, messieurs. On est en retard, on y va. C'est parti. J'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Amnesty International, Percy, mais aussi le Twitter de Envoyé spécial, ont été piratés ce matin sur Twitter. Victime d'un vaste, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime pas le piratage. On n'aime pas le piratage. Je sais pas. C'est quoi à la place? Ils ont mis un message à la place? Alors je sais pas. Apparemment ils ont piraté. Voilà, c'est ce qui a marqué. Piraté. C'est 3 Twitter. Puis il y en a eu d'autres, hein, des comptes certifiés. M'en fiche. Très bien. Tiens, à Nantes, des enfants de 12 et 7 ans, eh bien ils ont fait une petite virée en voiture et à bord d'une voiture volée. Bah tiens, on n'aime pas. Voilà. Ah là là. C'est la graine de bandit tout ça. François Fillon sur Radio Classique ce matin, convaincu que la justice établira son innocence. La justice établira l'innocence de François Fillon. C'est ce qu'il a déclaré ce matin chez le confrère de Radio Classique. Dans une radio de musique, il fait du violon. Oui, ils font aussi un peu de politique avec Guillaume Durand le matin. Donc c'est quoi l'expression? Tu peux toujours faire du violon? Tu peux te brosser Martine? Ouais, voilà. Donc, il joue de la flûte, voilà. Bon. Il nous fait sa flûte, voilà. Il joue de la flûte, voilà. De pan en violon, tout voilà. Ça. Il a tout envoyé le gars. Abdelaziz Bouteflika a été désigné coordinateur de l'Afrique pour la lutte contre le terrorisme. J'aime. Coordonnateur. C'est bien. Enfin, désigné lui-même, c'est l'Algérie, c'est l'administration algérienne, c'est pas lui. Tout ça, ouais.
Ouais, c'est je sais pas si c'est l'Algérie qui l'a désigné ou c'est plutôt les instances africaines. C'est l'instance africaine par rapport à l'expérience du terrorisme en Algérie. Encore. Quel pays africain s'est défendu lui-même avec ses propres moyens, tout seul, de 10-15 ans. Donc on aime ou on n'aime pas? Bien sûr qu'on aime. Bon. Bah après c'est Bouteflika lui-même. Après bon lui donner à lui, bon je pense que c'est. Alors Bouteflika c'est l'Algérie. Hein. Ouais c'est l'Algérie. Ouais, donc c'est une vaste affaire aussi que l'on va suivre de très près. Ça se passe à Orly au consulat qui concerne la femme du consulat du Maroc. Alors, il s'agit de parler de cette femme de ménage qui accuse donc la femme du consul du Maroc de viol, de séquestration, de complicité et de chantage. Waouh. La longue liste effectivement d'accusations de la femme de ménage. Voilà, une affaire qu'on vous a aussi relayée sur la page Facebook. Elle a été virée directement. Hein. Ouais, elle a été virée, il y a la police qui est venue et donc voilà ça. La femme du consul. La femme du consul. Ouais, à la demande du Maroc, si je me trompe pas. Bah en fait, ce qu'on aime là, moi, enfin personnellement, c'est le fait que les personnes qui soient faibles puissent se défendre face à des gens qui sont a priori puissants. Elle a eu apparemment. Et ça, on aime. Oui, non, ça fait du bruit. Hein. Tiens, depuis hier soir, on apprenait que y avait une grève générale au sein de la compagnie Air Algérie. Et puis en milieu de journée, on nous apprend que tout est rentré dans l'ordre. Finalement, plus de grève. Bah c'est bien, ça va vite. Tant mieux. Ouais, tant mieux, ouais. Allez. Ils ont pris un coup de pression. Tiens, 18% de la population française est en situation de handicap. Et pourtant, ce sujet est absent de la campagne électorale. C'est normal, on parle des costards de certains. Pour que les 18% de la population française des Français qui sont en situation de handicap soient pris en considération dans les discours politiques, faut qu'ils mettent le hijab. Qu'ils mettent le foulard. Fou, Hakim. Ah voilà, on va faire ça, c'est des vrais problèmes. Une nouvelle affaire aussi, tiens, qu'il va falloir suivre de très près. Alors ça concerne des Algériens, écoutez, qui étaient en transit à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour rejoindre le Liban, ont été refoulés parce que les autorités françaises demandaient à ce qu'ils aient le visa Schengen. Ouais. Donc refoulé. On a en Algérie, si t'as pas le visa Schengen, tu peux pas venir en transit à Paris. On parle de transit, hein. C'est-à-dire que il paraît que ça venait de la compagnie aérienne. Hein. Il paraît. Bah non, on n'aime pas parce que ils sont dans une zone de transit. Mais voilà, c'était une information. Ça veut dire c'est bidon ça. Ben c'est bidon, mais c'est pourtant vrai. Ils ont été refoulés. Parce que les zones de transit c'est des zones internationales, non? Bah oui. Exactement. Donc tu sors pas de la PAF, de la police aux frontières. On leur exigeait le visa Schengen. Bon, c'est bidon ça. Voilà. Bah oui, mais c'est bidon et c'est pourtant vrai. C'est parce que c'est des Algériens peut-être, ouais. Voilà. Ah, peut-être. Ils sont jaloux. Peut-être. Allez, tout de suite dans un instant les coups de cœur et si on a un peu de temps, Libertad, c'est pas sûr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, c'est bizarre quand il y a un Kim Ral dans les studios, il y a du monde qui arrive. Hein. Ah ça, t'as vu ça? Ah ouais. Bah tout le monde, c'est bien avec tout le monde, c'est bien avec tout le monde. Non mais voilà, quoi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, on va passer, messieurs, au coup de cœur. On va faire vite pour laisser la place aux auditeurs. Je sais pas si on aura le temps, mais on y va. Allez, jingle. C'est bien. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors Hicham, vas-y, tiens. Tu commences. D'accord. Bah alors moi, mon coup de cœur aujourd'hui se transforme en coup de gueule. Rapidement, à la base, je devais parler d'une pétition que j'avais signée pour sauver les abeilles. Alors ça peut paraître insignifiant, mais c'est d'une importance juste vitale et c'est pour le bien commun de tous. Donc malheureusement, j'en parlerai une prochaine fois. Aujourd'hui, en surfant sur Facebook et les différents réseaux sociaux, il y a un truc qui me sautait aux yeux ces derniers temps, c'était l'indécence. L'indécence au niveau de la demande d'aide. Alors tu sais, t'as sur Facebook des groupes qui se montent pour qu'on puisse financer des opérations d'enfants, par exemple. Et ce matin, j'ai vu un truc mais qui m'a pris, mais ça m'a arraché les chairs. On voit un gamin qui dort en fin de compte, mais qui saigne du nez, tu vois. Et je sais pas qui le tient. Et il te dit bah voilà vite entre guillemets envoyez votre argent à Cotisup, tu sais là les trucs de où tu solution de paiement en ligne, exactement, de paiement en ligne. Le pauvre est malade et en fin de compte ces derniers temps Facebook, pour citer Facebook, c'est devenu un petit peu tu sais alors je vais parler de la communauté, hein, c'est une vitrine, il y a beaucoup de gens qui dans la communauté qui sont investis de causes nobles. Sauf qu'arrivé un moment, je trouve que ça devient du voyeurisme indécent. Et il y a une manière, je trouve qu'il y a une manière beaucoup plus un peu saine ou plus propre de montrer un petit peu. Tu vois ce que je veux dire, Hakim? Je comprends, mais en même temps, c'est une réalité. Les gens qui sont en détresse, je dis pas le contraire, mais de là à parler que saigner, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est la vie ça saigne, la vie ça crie, ça pleure, ça arrache. Je suis d'accord avec toi, mais Hakim. Moi j'appelle ça de la prise d'otage. La prise d'otage. Comment tu veux juger? Comment tu veux? Parce qu'après, au risque d'endurcir les cœurs et
c'est pas une question Tu vois, d'ordure sur le il y a cœur. des gens qui sont vraiment Je pense qu'on peut dans monter la une nécessité. association. Ouais, monter une association, par exemple, un truc comme ça, c'est comme ça se fait aujourd'hui. C'est pas compliqué. Si quelque chose, et par exemple, tu soulignes un appel au don. Ouais, exactement. Tu cherches à rentrer en contact avec la personne, tu essaies d'en savoir plus, d'avoir des preuves. On est d'accord. Et puis après, pour un petit peu répondre à ton questionnement, tes interrogations, si t'es perplexe face à la demande d'aide, parce qu'il y a des arnaques. C'est forcément. le problème. Est-ce tu qu'on vois ce que je veux n'utilise dire. pas et Mais, on prend en otage la religion pour essayer aussi d'aider des peut-être personnes qui sont pas forcément dans le besoin? Non, ça, la religion ou Vous bien. savez, Hakim, Là, les vrais c'est pauvres, plus faire les pour. vrais pauvres ne demandent jamais. Oui, ça c'est connu. On va dans la tradition musulmane que le pauvre il demande pas, il tend pas la main, et c'est connu aussi que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Mais maintenant, concernant la vie de Hicham, c'est pas de l'ordre du religieux, c'est de l'ordre du. Non, moi là, ça fait c'est du voyeurisme. Voilà, en fait. c'est ça, je comprends. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire. c'est une réalité. Hein, la vie, c'est dur. Hein. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ça m'a rappelé quoi? Quelle image? L'image du petit Elan. Tu vois, paix à son âme, celui qu'on a retrouvé sur une plage en Turquie, tu vois, c'est exactement la même chose. Genre, Bah, il faut des images fortes. Bah, c'est la pour réalité, sensibiliser c'est la nos réalité, opinions. c'est la vie, elle est dure. Hein. Mais moi, ce que au-delà de ton coup de gueule, mon cher ami ouais, Hicham, bien sûr. moi j'en profite pour dire quand même que je suis assez effaré pendant le Ramadan ou pas d'ailleurs d'entendre des appels pour alors je ne sais pas qu'est-ce à faire, hein, quelle qu'elle soit, et que l'on cite des prescriptions religieuses pour dire attention, c'est bien, comme si on avait besoin de se rappeler des bons sens de la religion pour donner généreusement, alors qu'on peut pas le faire si on est tout simplement humain. Est-ce qu'on peut pas aussi laisser de côté la religion quand il s'agit d'aider les gens? Moi, ça m'embête, moi, personnellement. Alors, Christophe, pourquoi ça t'embête? Donc, parce que ça m'embête de justifier l'aide envers quelqu'un en utilisant des textes religieux. J'ai pas besoin de textes religieux pour aider quelqu'un. Alors sache, Christophe, et je le rappelle, tu le sais très bien, que l'islam, il est bâti sur 5 piliers. Oui. Dont le troisième pilier, c'est l'aumône légale. Oui. Donc donc la religion musulmane, le message divin donné aux hommes, c'est la redistribution de la richesse et venir en aide au prochain. Oui. Donc il n'y a pas de mal à faire appel à des références culturelles ou cultuelles ou des textes bibliques ou la Torah ou le Coran. Il n'y a pas de mal à faire des rappels aux êtres humains lorsqu'on veut les solliciter pour une aide. Après, celui qui est sensible à ça, eh ben, il va donner. Et puis il y en a qui sont athées, ils sont pas du tout sensibles à ça. Au contraire, quand tu vas l'évoquer, ça s'adresse uniquement à la communauté. Mais c'est normal quand mais ça c'est le béaba de l'offre et de la demande. En fait, je pense que Christophe, si j'ai une offre, il faut que je m'adapte à ma. Qui abuse un petit peu, qui tire trop sur cette corde-là, justement. Tu vois? Oui, bon, après. Tu sais que ça, il y a des pratiques. Mais dis-le, Hakim, dis-le. Non, c'est subjectif. Quelqu'un qui est dans le besoin. Oui. Il fait appel à toi. Oui. Ou il fait appel à des gens. Oui. Comment tu sais qu'il est dans le besoin? Ah bah, si t'es perplexe. Ou si tu veux donner, mais tu veux satisfaire un petit peu enfin, tu veux éviter d'être dans le soupçon. Bah, tu cherches à savoir, c'est tout, ça s'arrête là. Compliqué quand même. Hein. Moi, j'ai pas besoin encore une fois de me dire que dans le Coran il est écrit telle ou telle chose, ou que dans les textes du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit qu'on doit faire ceci ou faire cela, parce qu'on a soit effectivement quand on est musulman, on a connaissance des 5 piliers. Le troisième en est un important, extrêmement important comme tout le reste d'ailleurs. J'ai pas besoin qu'on me rappelle des textes religieux pour donner quand j'ai envie de donner. Bah Christophe, ça c'est pour toi. Et ça m'embête parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, personnellement. je vais te dire, Dieu a dit qu'il fallait que tu le fasses, donc tu vas le faire. Alors ça c'est toi personnellement, voilà. Christophe. Maintenant, il y a des gens qui sont éloignés on va dire d'un rapport humain, d'humanisme, et qui appartiennent à la communauté musulmane, qui, lorsque tu rappelles une parole prophétique ou une parole du Coran, du texte religieux, ils vont être sensibilisés, ça va faire un tilt. Et dans le Coran lui-même, c'est marqué rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Mon cher ami Hakim, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, on va l'écouter, c'est Anas Patel, fondateur de l'agence de financement islamique Easy 570, qui propose des solutions d'épargne, d'investissement qui soient en conformité avec l'éthique musulmane des affaires. Donc la finance islamique, on va l'écouter. On l'écoute, oui. Et puis après je fais un petit commentaire. Ok, très bien, très vite alors, hein, parce que pas de liberté aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. On y va, hein, c'est quand il veut. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas? Sur les 5 principes de la finance islamique. Oui, on y va. La finance islamique, la première, et qui est la plus fondamentale, qui est l'adossement de tout ce qui est financier à des actifs tangibles. C'est-à-dire que la finance doit être vraiment au service de l'économie et l'économie réelle. Donc un adossement qui veut dire que effectivement il n'y a pas de produits toxiques, de produits virtuels. Tout est lié à une réalité économique.
Ah bon, bah écoute, ah non, dans le deuxième principe, pardon. La il y a des blancs. qualification de riba, de l'usure, donc toute transaction nécessitant une rémunération du capital, donc une rémunération purement sur le temps, l'écoulement du temps, qui ne correspond à aucune production, aucune activité productive, et donc illicite, c'est l'interdiction de l'intérêt, de tous les intérêts bancaires ou financiers. Deuxième principe, donc on va passer au troisième, si je sais bien compter. Exactement. Deux autres principes qui sont vraiment des vertus, qui est de dire pas de spéculation, pas d'activité spéculative, le maïsir, et pas d'incertitude, pas d'aléa dans les transactions. Tout ça pourquoi ? Pour essayer justement d'éviter des dérives et d'éviter des litiges entre les différents acteurs. Ce sont vraiment, encore une fois, des vertus, vraiment ces principes éthiques qui permettent d'avoir un alignement d'intérêts entre les différents acteurs de l'économie. On rappelle, on parle des principes de la finance islamique. On en a fait 3, il nous en reste 2. Le 4e principe de la finance islamique. Tout ce qui est activité illicite ou activité nuisible, donc tout ce qui est pornographie, armement, jeux de hasard, etc., qui sont interdits. Donc on est vraiment au service d'une économie réelle et utile. Et le dernier principe, donc, de cette finance islamique, qui est le coup de cœur de Hakim Rahal aujourd'hui. Mais je dirais que c'est pas un principe en tant que tel, c'est quelque part une règle qui est omniprésente et qui doit souscrire à toutes les dimensions de ces activités-là. Les 3 P, ça veut dire partage des pertes et des profits. Souvent, on a tendance à croire que ça limite le champ des activités ou même l'innovation. Au contraire, quand on dit partage des profits, déjà, il faut le comprendre comme incitatif. Il faut aller faire des transactions, faire des développements, des investissements qui vont générer des profits. Et à ce titre, l'islam vraiment recommande à créer de la richesse, mais bien sûr, c'est pas créer de la richesse pour que le financier s'enrichisse purement et faire de plus en plus de profits et au détriment des autres. C'est au contraire créer de la richesse pour mieux partager. Voilà pour les 5 principes, en tout cas, mon cher Amir Hakim. Aujourd'hui, il est considéré par bon nombre de spécialistes de la finance que la finance islamique constitue un avenir pour la finance mondiale. On a les propos de l'ex-premier ministre anglais, Monsieur Brown, je crois, qui disait que il souhaitait que Londres soit la première place mondiale de la finance islamique. On a vu là-bas le développement de IBB, l'Islamic Bank of Britain, ou encore Christine Lagarde, donc présidente du FMI, qui disait que la France se doit elle aussi, donc elle disait après les paroles du premier ministre anglais, elle aussi d'être une place et d'être un pôle important mondial de la finance islamique. Pourquoi ? Parce que la finance islamique, elle a bien prouvé, notamment en 2008 avec la crise des subprimes, donc la crise bancaire internationale, qu'elle avait résisté. C'est les seules banques qui ont tenu, c'est les banques islamiques, qui n'ont pas fait faillite, qui n'ont pas connu justement cette crise bancaire. Et aujourd'hui, le marché il est estimé à 2000 milliards par an, donc ça c'était il y a une année, et avec l'augmentation des besoins et de la démographie des musulmans dans le monde, jusqu'à 3000 milliards de dollars par an. Donc cette finance islamique, on l'a bien compris à travers les 5 principes, il y a un principe qui est très important qu'on peut retenir, c'est que c'est une finance éthique qui s'adosse à un bien tangible. Ce n'est pas de la spéculation. Ça veut dire on fait du commerce avec quelque chose de réel dans l'économie réelle et non dans le trading à haute fréquence et dans la spéculation. N'hésitez pas en tout cas à aller au Salon Hajj Expo ce week-end pour en savoir davantage, bien sûr. Eh bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs. Déjà demain. Fini, Christophe ? Bah oui, c'est fini. Ah là là, déjà ça super vite. Bah oui. On a le temps juste de rappeler la marche pour la dignité contre le racisme. Dimanche. Dimanche 19 mars. Voilà, donc on invite tous les auditeurs qui sont concernés par les luttes antiracistes, anti-négrophobie, à venir marcher pour réclamer la dignité et le respect. Il faut être présent, il faut être présent. Je dirais que c'est un devoir citoyen des Français de venir participer à cette marche. Donc le 19 mars, qui va se passer de la place de la Nation jusqu'à République. Avec un concert gratuit. Avec tout un défilé, il y a beaucoup de gens qui participent. Ça va être une grosse marche, une grande fête, un grand rassemblement antiraciste en France, citoyen. Venez. Nombreux le 19 mars, ça se passe de la place de la Nation jusqu'à République dans Paris. Voilà. Il y a des cars qui vont venir d'un peu partout en France également. Voilà. L'heure, ça sera à 14h. Moi j'y serai. Voilà, bien sûr, c'est un grand rendez-vous. Il y a un concert de Kerry James, concert gratuit le soir.
place de la République. Pas que lui, il y en aura plein. Bah voilà, un grand rendez-vous. Donc voilà. Hicham, on est de la partie. Écoute, je vais essayer de venir. On va voir les bons élèves. On va voir les bons élèves des chroniqueurs du LGF. Mais déjà, t'as dit que j'ai fait 3 minutes 40 sur ma chronique. Déjà, je suis pas d'accord. Ouais. Dans 3 minutes 40, 5 minutes 12 pour Hicham. On va prendre les notes et je vous assure qu'il va y avoir des sanctions de prise à la fin de la saison. C'est quoi? Ça va être le temps de parole réduit. Non, il va y avoir des vrais trucs. Vous allez être punis. Comme à l'école. Les bons élèves, on va les voir. Le bulletin commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. 18h02. Marine Garel, elle essaie d'être à l'heure. C'est nous qui ne sommes pas à l'heure. Donc pardon Marine. Dans un instant, l'ami Amar, lui il est à l'heure pour l'éphéméride. Dans un instant à suivre donc Marine Garel pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Elle refuse de rembourser les 41 500 €. Marine Le Pen a déposé un recours en référé contre le Parlement européen pour faire annuler une procédure qui vise à faire rembourser la candidate Front National les salaires versés à son garde du corps soupçonné d'emploi fictif. Et puis de son côté, François Fillon a été mis en examen hier pour détournement de fonds publics notamment, et il se dit convaincu aujourd'hui que la justice établira son innocence. Visite surprise au QG de Benoît Hamon à Paris. Plusieurs dizaines de personnes sont reçues depuis une cinquantaine de minutes par le chef de cabinet du candidat. Ce collectif mal logé veut alerter les candidats sur la situation du logement et s'était déjà rendu le 8 février dernier au QG d'Emmanuel Macron. Un rapport accablant pour Renault, accusé d'avoir triché sur le véritable niveau de pollution de ses moteurs diesel. Des soucis donc pour Renault aujourd'hui, 1 an et demi après le scandale Volkswagen. Le constructeur français est à son tour soupçonné d'avoir triché selon la répression des fraudes. Il aurait trompé ses clients sur le véritable niveau de pollution de ses diesels. De son côté, le constructeur se défend de toute pratique frauduleuse. Les élections législatives aux Pays-Bas en ce moment, une forte participation, une percée populiste est attendue. Les élections qui se déroulent dans un contexte de crise diplomatique entre les Pays-Bas et la Turquie. À l'étranger toujours, cet attentat en plein cœur de Damas, un kamikaze s'est fait exploser dans un tribunal de la capitale syrienne. Il y a au moins 25 morts. Un deuxième attentat à suicide a eu lieu quelques heures plus tard, selon les médias officiels. Des attaques qui surviennent 6 ans jour pour jour après le début de la guerre en Syrie, l'un des pires conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Sport, football, Monaco va tenter ce soir de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis en rugby, les joueurs du Stade Français sont en grève contre la fusion de leur club avec le Racing 92. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.